Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ondele. Une question d'échauffement, monsieur le ministre d'État. Où étiez-vous le 15 août 1960? Et que faisiez-vous? Ah, le 15 août 1960, on était encore des jeunes élèves. Hein. Je crois que on était en vacances. Hein. J'étais à Makwa et on était en vacances ici à Brazzaville. Ah oui, vous étiez séminariste. Ok. Donc vous avez assisté à l'événement en qualité de claqueur de main. Ici, oui. Vous y étiez quand même. Oui, Place de la mairie centrale où André Malraux, représentant le oui. général de Ici au palais Gaulle, du. prononçait, semble-t-il, ce beau discours. Hein. On nous a dit, nous n'avons pas suivi, mais on a dit que c'était un très beau discours Ah oui, très d'André beau discours. Malraux avant la réponse de l'abbé Fulbert Hulot. Oui. Ok. Alors, le 15 août 1960, donc, le Congo accède à l'indépendance. Et le 15 août 2020, cela fait exactement 60 ans que le pays est indépendant. En 60 ans d'indépendance, il y a eu des hauts et des bas. Nous avons connu 6 présidents: l'abbé Fulbert Hulot, Alphonse Massamba Deba, Marie Ngouabi, Jacques Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso. Mais nous avons aussi connu des guerres. Il y a eu des moments gais, mais il y a aussi eu des moments peu flatteurs. Bref, il y a eu des côtés positifs, mais aussi des aspects négatifs. 60 ans après, s'il vous était demandé d'en tirer les leçons, que diriez-vous? Ouf, merci pour votre question qui est d'une certaine complexité aussi. À l'image de l'histoire du pays. Tout à fait, oui. Je disais que en fait, l'histoire rétrospective n'est rendue possible que par l'histoire qui est faite. Évocation pour évocation, il y a un risque. C'est celui de remuer le couteau dans les plaies d'un passé encore très présent. Et parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont encore vivants. J'opte plutôt pour la lecture du passé, au présent, mais avec les yeux de l'avenir. Ça peut paraître compliqué. Et donc je crois qu'il faut soumettre le présent et l'avenir au flair de l'histoire. Parce que l'histoire a un flair. Bon, je ne fais pas pour autant l'apologie de l'historicisme, l'historisme, hein, qui consiste à tout expliquer, tout motiver, tout justifier par l'histoire. 60 ans d'indépendance, oui, mais je crois que l'indépendance, il faut la vivre comme un processus, parce que les mutations ne se sont pas faites de manière spontanée. Nous ne sommes pas dans le cas des pays qui sont passés par la guerre ou des luttes de libération. Hein, à chacun son destin. Bon, je crois qu'il faut la vivre comme un processus. Même 60 ans après, est-ce que toutes les mutations se sont déjà opérées? Je ne pense pas. Voyez-vous, pour illustrer cela, le 24 mars 1961, donc nous sommes à moins d'un an de l'indépendance, le président Fulbert Hulot prononce un discours qui est resté actuel, hein, qui le projette même hein, au niveau de visionnaire chevronné. C'était au lancement des travaux du barrage du Kwilu à Sounda. Et il dit de très belles choses. Hein. D'ailleurs, je vais vous en donner quelques extraits. Mais fort malheureusement, certaines incursions le mettent en apesanteur dans le contexte qui était celui de l'indépendance. Parce qu'en 61, nous sommes après l'indépendance. L'indépendance ayant eu lieu le 15 août. Pour illustrer cela, j'ai même ce discours ici. Vous voyez, il commence. Monsieur le représentant du président de la communauté, Monsieur le président de l'État du Katanga, c'était Moïse Tchombe, hein. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres,
messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs. Et c'était même très lyrique pour l'époque. Nous voici rassemblés en un site unique au monde, ici à Sounda. La nature a réalisé l'un de ses plus extraordinaires exploits. Un fleuve langoureux a tranché une montagne et, ce faisant, a décuplé ses forces. D'autres ont déjà vanté la beauté sauvage de ces gorges abruptes et ardentes qui nous offrent une si étonnante perspective. Et il nous suffirait de les contempler dans l'émerveillement si nous étions venus ici pour pousser par une plus noble ambition. Alors, voilà. La puissance obtenue sera de 7, peut-être de 8 milliards de kilowattheures, c'est-à-dire plus que n'en fournit le Rhône dans les 5 grandes centrales qui s'étalent de Génissia à Montélimar, et ce qui correspond à environ au 5e de la production hydroélectrique française. Et vous? Et il poursuit. À Pointe-Noire, les industries utilisatrices deviendraient ou devraient rapidement arriver à atteindre une production de 200 000 tonnes d'aluminium et de 300 000 tonnes de ferro-alliage. En outre, quantité d'industries annexes pourraient, grâce au courant à bas prix, trouver avantage à s'installer. Toutes ces prévisions ne sont pas contestées. Ce sont des certitudes, il n'y a pas d'écho discordant sur le Kouilou. Mais après, M. Perrin, membre de l'Institut, vice-président et directeur général du GIN, a toujours estimé que le site du Kouilou était le plus favorable parmi les sites actuellement connus dans le monde. La connexion du barrage du Kouilou, du port de Pointe-Noire et de l'exploitation du manganèse de Franceville, a-t-il écrit, sera sans doute un des plus beaux complexes du monde. Je souhaite que la France profite des énormes possibilités qui lui sont offertes, mène à bien cette entreprise dans les plus brefs délais, car il importe dans ce genre de compétition internationale d'arriver parmi les premiers. La France. Et il termine d'ailleurs. La France étonne parfois ses amis. Lorsqu'elle donne, dans certains cas, l'impression de préférer engager de vastes dépenses à fonds perdus, plutôt que de rechercher des participations bénéficiaires. Tout ce qui a été fait ici, jusqu'à ce jour, en recherche et travaux, a été entrepris sous une impulsion française. Mais le financement d'un ouvrage de cette importante nécessité, de tels capitaux, que tout en conservant à la France le rôle de chef de file, des participations étrangères et internationales semble devoir intervenir. Et c'est pourquoi, messieurs les ambassadeurs, votre présence aujourd'hui parmi nous prend un sens déterminant auquel je me pliais à rendre hommage. Et puis, un proverbe dit, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Nous y voici au pied du mur. Le général de Gaulle, le plus grand ami du Congo, le sait, et il n'a pas voulu nous y laisser seuls. Son intérêt pour le barrage s'est manifesté chaque fois que nous l'avons sollicité. Il nous a toujours aidés et conseillés dans ce sens. Aujourd'hui encore, le président de Gaulle s'est fait représenter par M. Maurice Bokanowski, ministre des Postes et Télécommunications de la République française et maire d'Asnières, fils lui-même d'un célèbre ministre de la Troisième République épris d'idéal et de progrès. Votre présence, mon cher ministre, nous est d'un précieux réconfort et en vous disant toute la joie que j'ai eue de vous accueillir avec Madame Maurice Bokanowski, je sais que je puis compter sur toute notre compréhension et tout votre appui. La grande famille équatoriale que nous formons est heureuse de saluer M. Gantard, représentant de notre grand ami du président Tombalbaye. Oui bien, l'Afrique équatoriale, 2 lignes. Alors, donc c'est pour dire que les mutations
ne se sont pas faites, évidemment. C'est un contexte. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à un an de l'indépendance. Est-ce que ces pesanteurs ont disparu même 60 ans après? Pour les téléspectateurs, Oui. vous avez semblé dire que les conséquences de ce discours étaient plutôt incalculables. Parce que vous avez dit que ce n'était pas bon dans le contexte d'alors. Non, je n'ai pas dit incalculable. J'ai dit le président Hulot s'est présenté là comme un visionnaire, chevronné. Mais il y a eu ces incursions, malheureusement, qui l'ont mis en apesanteur. Oui, le côté malheureux, parce que la citation est longue pour les téléspectateurs, le côté malheureux, c'est lequel? Ce discours-là a produit quel effet? Vous sentez qu'il y a eu l'indépendance, mais il y a un peu comme ce complexe. Hein. On est là comme la France. Partez, mais restez quand même, on a encore besoin de vous. Oui. Pour simplifier les choses. Bon. L'indépendance n'était pas non plus une rupture totale, non, je crois. Mais vous sentez là qu'on a encore ce complexe de la France, du tuteur. La survivance du pacte colonial. Exactement. Vous voyez, les décennies de colonisation, on ne peut pas comme ça s'évaporer sans laisser de séquelles. C'est pas possible. Donc, et même 60 ans après aujourd'hui, hein, on a des Congolais qui ne jugent que par la France, voyez-vous, qui ont même choisi la nationalité française, voyez-vous. Ils vous parlent mieux des Champs-Élysées que de boulevard Alfred Raoult, vous comprenez. Donc, c'est pour dire que l'indépendance, il faut la vivre comme un processus qui peut s'étaler comme ça sur plusieurs années, je crois. Bon, maintenant, tout à l'heure, je parlais de la lecture de l'histoire ou du passé au présent avec les yeux de l'avenir, hein, absolument soumettre l'avenir et le présent au flair de l'histoire. Je vais l'illustrer par quelques exemples hein, que j'ai choisis comme ça. Il a existé dans ce pays, ou ici à Brazzaville, une piscine dite piscine Caïman. La piscine Caïman. Monsieur Marcel Ibalico, alors président de l'Assemblée, un jour s'y rendit, n'est-ce pas, pour aller faire de la natation, hein, sport médicament qu'a dû lui prescrire certainement son médecin traitant. Dès que monsieur Ibalico s'est pointé à la piscine Caïman, tous les ressortissants européens qui s'y lavaient, qui s'y baignaient, ont déserté les lieux. Ont déserté les lieux. Évidemment, la nouvelle a couru, hein, Brazzaville était en émoi. Et le président Hulot, ici, d'ailleurs, en ces lieux, alerté, a pratiquement ordonné la fermeture de la piscine Caïman. Je crois que son courroux a été temporisé par l'ambassadeur de France à l'époque. Alors, ça se passe en 1961, 1962. Ils avaient cru voir un serpent dans les temps. Et voilà, vraiment, je crois que la présence d'un noir à ces endroits n'était pas si bien tolérée. Aujourd'hui, 60 ans après, ou une cinquantaine, plus de 50 ans après, au même endroit, se dresse un immeuble majestueux. C'est le siège de la BSK. L'immeuble magnifie le rapprochement des humains hein, à travers la coopération gagnant-gagnant entre les États. Voyez-vous, au même endroit. C'est là où se situe le siège de la BSK. Qui fut le symbole du racisme en son temps. On n'a pas peur des mots. Je ne dis pas que symbole de racisme, au moins en ces lieux, ces lieux étaient infestés par les germes de comportements irrationnels, pour ne pas dire racisme honteux. Vous voyez, est-ce que tout cela était révélateur, annonciateur hein, cet incident était annonciateur d'événements plus heureux. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne fais pas l'apologie de l'historicisme. Un deuxième cas, le 22 février, le lieutenant Diawara, 1972. 72. Vous faites bien de me le rappeler. Le lieutenant Diawara s'empare de la radio et de l'aéroport de Brazzaville. Il était membre du bureau politique du parti unique, le PCT.
alors que le président Marien Ngouabi se trouvait en mission à Pointe-Noire. Vraiment, le président Marien Ngouabi s'organise pour rejoindre Brazzaville dans un monomoteur appartenant à Aéroservice. À bord, il y avait le capitaine Louis-Sylvain Goma, le capitaine Denis Sassou Nguesso, le capitaine Jean-Michel Ebaka, et bien sûr le capitaine, ou le lieutenant, le capitaine, pardon, Emmanuel Golondele, qui était l'aide de camp du président Ngouabi. Ça se passe le 22 février. Ils arrivent, c'est une zone un peu brumeuse, il y a beaucoup de brouillard. Ils font le tour d'Igné et amorcent un atterrissage périlleux à partir de Yé. Yé. Et je ferai la liaison tout à l'heure. Ils prennent l'anima à partir de Yé. Périlleux parce que, bon, on est quand même sur une route avec les nids de poules, les accotements des arbustes. Enfin, tant bien que mal, ils atterrissent et ils roulent et vont s'immobiliser à Igné. Et pour l'histoire, parce que, vous voyez, quand on fait des témoignages, on ne vient pas brasser du vent, comme ça. La fois passée, vous m'avez même interrompu alors que j'étais en train de lire quelques archives. C'était pour vous permettre de rebondir. De rebondir, bon. Ouais. Alors, je vais vous lire comment M. Kinzé Martin. Kinzé Martin, c'est un agent des eaux et forêts à qui le président Marien Ngouabi avait remis un message pour aller remettre au chef d'état-major général, qui fut le commandant Joachim Yombi Opango. Alors, je lui avais à l'époque demandé d'immortaliser l'événement dans un rapport écrit, il est là, manuscrit. Alors, il dit ceci. Le fil des événements du 22 février au kilomètre rouge. Ce 22 février 1972, la Voix de la Révolution avait interrompu le cours normal de ses émissions pour ne jouer que de la musique révolutionnaire. Je me suis demandé que se passe-t-il encore. Sous un temps triste, plein de brouillard, nous nous rendîmes au chantier situé à 11 km du camp. Au fil des heures, le temps s'éclaircissait et le soleil commençait à envoyer ses premiers rayons pour faire disparaître ce brouillard, comme pour faciliter la vue à ceux que je pouvais appeler les aventuriers du monomoteur piloté par un expatrié blanc. Il était 13h30 environ, au moment où je me trouvais à la cuisine avec mon compagnon de table, un enseignant. Un petit avion survolait le ciel du kilomètre 45. Un tour, 2 tours, 3. Et je commençais à m'inquiéter pendant ce temps. Le monomoteur perdait l'altitude pour atterrir sur la nationale 2. Curieux, tous les habitants du secteur se sont mis le long de la route en se posant certainement la question qui était celui ou ceux-là. Personnellement, l'idée qui me revenait à la tête était celui des hommes politiques qui pouvaient être en fuite compte tenu de la situation précaire dans la capitale. J'étais moi aussi prêt à fuir. L'avion s'immobilisa et le premier sorti était le camarade du président Marien Ngouabi et sa suite après. La population était enchantée. J'étais à 10 mètres. La délégation se dirigeait vers moi pour prendre ensuite la direction de ma case. Le coin n'était pas étrange pour le président Marien Ngouabi pour la simple raison qu'il venait souvent en week-end. La porte de ma case était ouverte, comme pour dire « Entrez, camarade président ». Sans hésitation, toute la délégation s'est introduite, mais je me suis rendu compte que j'avais même oublié ma marmite au feu. J'ai aussitôt couru à la cuisine pour fermer le gaz. Aussitôt entré, ma Vespa était là. Si elle était une personne. Le premier interlocuteur du camarade président Marien Ngouabi qui me posait la question suivante. Question. À qui appartient cet engin? Réponse. À moi, camarade président. Question. Elle marche? Réponse. Très bien. Un biquet du papier. Aussitôt dit, aussitôt exécuté, un message écrit par lui-même en langue maternelle était adressé à un haut cadre de la PN, l'Armée populaire nationale,
et à remettre à l'état-major général. Il me remit le message et dit « Va, brave militant, je compte sur toi. Avale ce papier en cas d'ennui. » Depuis ce matin-là, n'avait pas du tout fait son apparition, n'a pas désobéi. Et au quart de tour, le moteur a dit oui, je suis prêt pour la mission. Alors, Vous ouais, avez le mot, l'auteur? mais voilà, le mot, Kinzé Martin, il est mort, paix à son âme. Alors, le mot écrit par Marien Ngouabi, il avait écrit en langue maternelle, dit-il, Tindambori et Kobanga Lokoro, Kiapam Obala. C'est-à-dire, envoie-moi les militaires me chercher, vite. Kiapamo, ça veut dire, Efforce-toi. hein, ne Si dégonfle type pas. dit, ouais, Tiens bon. efforce-toi. Marien Ngouabi. Alors, j'ai fait cette évocation pour dire que, vous voyez, il y a près de 50 ans, nous sommes en... On ne va pas vous interrompre. Oui, oui. Est-ce que ce fut fait? Oui. Il a écrit, il a envoyé à son chef d'état-major. Oui. Est-ce qu'il y a eu une réaction immédiate? Ah oui, oui, dès que le mois est arrivé, hein, les militaires sont partis et puis le président Marien Ngouabi, avec une sémie lui-même, enfin au retour, hein, au volant de la Jeep, avec à bord les autres de ses compagnons. Hein. Comme je l'ai dit, lui, Sylvain Goma, le capitaine Denis Sassou Nguesso, Jean-Michel Ebaka, puis